la fonction tutorale pédagogique, il y a 4 responsabilités clés aussi. Tout ce qui touche le matériel d'apprentissage, son adaptation pour viser la motivation, l'autonomie de l'élève, toutes les tâches et interventions pédagogiques, encore une fois, qui visent la motivation et l'autonomie, la documentation stratégique de ces tâches-là et soutien au travail en équipe tutorale et au développement d'une didactique de la FLAD, qui est la dernière responsabilité. Quand on pense à la fonction tutorale pédagogique, je suis tombé sur j'ai ramené une citation qui était dans un guide ministériel sur la formation à l'enseignement. Puis ça représente exactement ce qu'on attend un peu comme résultat de cette fonction tutorale-là, lorsqu'on assume toutes ses responsabilités. La nouvelle conception de l'apprentissage qui fait de l'élève le principal artisan dans le processus d'apprentissage exige de nouvelles approches pédagogiques et façons de faire auprès des élèves. L'enseignant doit adapter son enseignement en fonction de la progression de chacun des élèves. Il doit se centrer sur l'élève apprenant afin de modifier son rapport au savoir et de favoriser ainsi leur acquisition. Donc, ça n'a pas été écrit pour la formation à distance. On fait tout de suite le lien avec l'approche par compétences et le changement de paradigme qui est venu avec tout ce changement de programme, mais qui, en fait, quand on y réfléchit bien, ça va comme un gant à la formation à distance parce que, justement, en formation à distance, l'enseignant n'a pas le choix d'être un accompagnateur plutôt qu'un transmetteur de savoir. Ce qui fait que au niveau pédagogique, le changement de paradigme fonctionne très bien en formation à distance. Que ce soit dans l'adaptation de matériel pédagogique existant ou dans la création de contenus originaux, va y avoir toujours un souci d'expliquer, d'outiller, de questionner ou de donner plus de liberté. Ça va être quelque chose d'important. Pourquoi plus de liberté? Pour développer l'autonomie des élèves. Tout est question de dosage et de différenciation pédagogique. Bien évidemment, il y a des élèves dont l'autonomie est plus ou moins développée. Tout le monde n'a pas à ce niveau-là la même dose d'autonomie, j'ai envie de dire. Donc, ce qui fait que c'est important de différencier. Et le but unique, c'est le développement de l'autonomie donc de l'apprenant pour qu'il réussisse dans un climat où il y a de l'exigence, de la rigueur, de la bienveillance, puis où il fait bon étudier et progresser. Au niveau du choix, de l'adaptation, de la création de matériel d'apprentissage visant la motivation et l'autonomie, bon, on utilise beaucoup le matériel des maisons d'édition en format papier ou numérique, beaucoup en format papier. En fait, le format numérique n'est pas très populaire comme tel. Donc, ça ressemble beaucoup au matériel qui est utilisé en présentiel, si ce n'est des devoirs qui sont ajoutés ou de certaines ressources en ligne supplémentaires qu'on remet à l'élève. Mais fondamentalement, il n'y a pas grand-chose qui change à ce niveau-là pour les élèves en formation à distance. Au niveau des heures de développement qui peuvent être offertes aux enseignants pour pouvoir justement adapter ou développer du matériel d'apprentissage plus, je dirais, en phase avec les besoins de la formation à distance, il y a des approches où il y a certains endroits du développement ponctuel ou récurrent parce que les besoins ont été reconnus comme tels. Ça peut être la création de feuilles de route, ça peut être la production de matériel complémentaire, ça peut être du référencement de contenu multimédia existant, ça peut être la création de capsules pédagogiques multimédia, et ça peut être carrément la création d'activités interactives multimédia. Souvent, c'est sur Moodle que ça a été nommé, et création de cours Moodle carrément. L'autonomie est un but à atteindre.
puis tout ce qu'on va mettre en place comme pratique d'enseignement vont viser à soutenir cette autonomie-là. Puis le développement de l'autonomie, il faut réaliser qu'il est transversal aux disciplines. En fait, on observe que certains apprenants sont autonomes dans certaines matières et pas du tout dans d'autres. Donc, l'autonomie est à développer dans plusieurs contextes. Ce qui fait que pour pouvoir développer cette autonomie, dans la littérature, on nous suggère de passer par différentes approches, dont le développement de compétences. Alors, il va y avoir toujours deux aspects, ce que l'équipe d'enseignants de formation à distance peuvent faire et ce que chaque enseignant peut faire. Donc, au niveau de l'équipe, un travail qui peut être fait au niveau de l'ensemble des enseignants, c'est d'identifier les tâches complexes puis de les classer. De les classer par ordre de difficulté, de sorte qu'on puisse, de cette manière, les fournir pour que l'autonomie de l'apprenant puisse se développer avec des tâches on va dire, d'ouverture graduelle comme telle. Donc, identifier les tâches complexes et les organiser. Au niveau des enseignants, de chaque enseignant, quand il reçoit un élève qui a résolu une tâche complexe, où il y a des erreurs, mais c'est tout le regard qu'on porte sur l'erreur, où en fait on doit utiliser l'erreur comme quelque chose de positif pour pouvoir rebondir et faire progresser l'élève. Donc l'erreur doit être toujours regardée de manière positive, il faut la valoriser, l'analyser, l'expliciter, puis réorienter l'élève par rapport à cette erreur qu'il a commise. L'auto-évaluation, c'est l'autre élément qui est proposé, en fait. Au niveau de l'équipe, cette fois-ci de formation à distance, de prévoir des moments où les apprenants vont évaluer leur progression par rapport à leur projet personnel, professionnel ou de formation dont on avait parlé. On évalue, on planifie des moments où on fait le point. Puis, de leur côté, chaque enseignant, lui, va associer, mettons, aux tâches complexes qu'ils peuvent donner, aux situations formatives qu'ils peuvent donner. Ils vont toujours donner des critères d'évaluation, une grille de critères, et en discuter avec l'élève à chaque fois. Donc, l'élève a sa grille, l'élève apprend à l'utiliser et graduellement à s'auto-évaluer. Donc, mais pour ça, c'est important de remettre systématiquement cette grille-là, de l'expliquer dès le début et de familiariser l'élève avec l'évaluation comme telle. Les équipes peuvent décider de proposer des stades explicites de développement de l'autonomie des apprenants en identifiant des responsabilités qu'à un moment donné, ils pourront assumer en fonction d'un certain nombre de critères. Il y a plusieurs éléments comme ça où on peut identifier des responsabilités, des critères pour pouvoir accéder à ces responsabilités et là, outiller l'élève pour graduellement avoir ces responsabilités qui sont un peu des degrés de liberté qu'on rajoute et donc d'autonomie qu'on rajoute à l'élève graduellement, encore une fois. Et parmi ces possibilités d'activité, on va dire, ou d'approche, si on peut leur donner une saveur collective, c'est tout à fait positif, en fait. Et dans ce cas-là, on se rapproche d'un apprentissage autodirigé. On va préciser la chose plus tard. Et de la même manière, lorsqu'il y a des manifestations d'autonomie qui ont lieu pendant les activités groupes, elles incitent aussi les autres à faire preuve d'autonomie. Donc, lorsqu'on est en groupe, qu'on voit certains apprenants être autonomes, ça donne envie aux autres de les imiter. La deuxième responsabilité, les tâches et interventions pédagogiques visant la motivation et l'autonomie. Il y a toute l'idée de soutenir le développement des stratégies d'apprentissage, parce que les stratégies d'apprentissage, pour un apprenant en formation à distance, c'est crucial pour le développement de son autonomie. Ce qui a été montré, c'est que la meilleure façon d'enseigner
d'enseigner, de faire en sorte que l'élève en vienne à maîtriser les stratégies d'apprentissage qu'il doit connaître, ben, la meilleure façon de le faire, c'est de les intégrer à l'intérieur du contenu matière que l'élève est en train d'étudier. Donc, normalement, l'enseignant en formation à distance doit identifier les stratégies importantes dans sa matière et judicieusement les placer dans la planification de cours pour que ça ait un effet maximal. Si on étudie les stratégies avant, exemple, dans un cours d'entrée en formation ou autre, ça n'aura pas l'effet que ça pourrait avoir lorsque c'est intégré à la matière que l'élève doit utiliser. Donc ça aussi, c'est documenté. On mentionne qu'il y a 4 grands types d'interventions pédagogiques pour y parvenir. Présenter les attentes et les stratégies requises pour les atteindre avant chaque bloc d'activité retenu pour introduire ces stratégies-là. Les modéliser, donc on est complètement dans l'enseignement explicite ici. On modélise le pourquoi, le quand et le comment de leur utilisation. On partage aussi comme enseignant les bénéfices de leur utilisation en faisant référence à sa propre expérience. Puis, on valide l'efficacité de la démarche en proposant à un moment donné un nombre suffisant de pratiques guidées ou autonomes à l'élève pour vérifier que la stratégie, il l'utilise réellement. Et puis aussi, l'apprenant peut adapter la stratégie je dirais, à ses propres goûts, à son propre goût comme tel. Les rétroactions ici sont très importantes pour je dirais, le retour justement adéquat à ce niveau-là. On en vient à parler de l'apprentissage autodirigé, puis ça, c'est l'élément le plus important ici. En fait, l'apprentissage autodirigé, c'est un modèle, une théorie qui est vraiment adaptée à la formation à distance. Puis, la façon de le présenter au départ, c'était un processus dans lequel les individus prennent l'initiative, avec ou sans l'aide d'autrui, de déterminer leurs besoins de formation, de recenser les ressources humaines et matérielles nécessaires à la formation, de sélectionner et de mettre en œuvre les stratégies de formation adéquates, d'évaluer les résultats de leur formation. Donc, tout ça, c'est un peu le but ultime. Quand on reçoit des élèves en formation à distance, ils ne sont pas à ce niveau-là comme tel, mais il faut les amener graduellement à un certain niveau à l'intérieur de ce modèle-là. Tout le dispositif, toutes les modalités du dispositif de formation a un impact sur le développement de l'autonomie de l'élève et c'est dans ce modèle-là où on met les deux en parallèle, le développement de l'autonomie de l'élève et le dispositif de formation, qu'on peut organiser l'un pour développer l'autre. Alors, il y a 2 éléments dans l'apprentissage autodirigé qui est important. Il y a il y a 2 dimensions en fait. Il y a le contrôle pédagogique du dispositif de formation. Ça, c'est tout l'aspect, le degré de flexibilité du dispositif en fait. C'est-à-dire, est-ce qu'on donne le choix, qu'est-ce qu'on donne comme choix à l'apprenant, comme flexibilité au niveau des objectifs, des méthodes, du matériel pédagogique, des outils, des contraintes au niveau des lieux, des moments, du rythme. Quelle flexibilité on offre à l'élève. L'autre dimension, ben là, ça touche l'élève, c'est le contrôle psychologique de l'apprenant sur sa formation. Puis là, il y a 2 éléments. Il y a comment il s'autorégule. Donc, il y a tout le côté, comment il contrôle ses émotions, comment il contrôle aussi ses comportements, son environnement d'apprentissage. Donc ça, c'est tout le côté autorégulation de l'élève et tout le côté motivation de l'apprenant, qui est l'autre, je dirais, partie, l'autre dynamique du contrôle psychologique qu'il exerce. Donc, dans la motivation, ben, c'est toutes ces perceptions, la perception de lui, tout ce qui est subjectif, comment il se perçoit, comment il perçoit son futur au niveau de son projet de formation,
comment il perçoit, est-ce qu'il se sent libre dans sa formation, est-ce qu'il se sent complètement contraint. Donc, c'est tous les aspects subjectifs de comment lui perçoit les choses. Toutes les décisions qu'il va prendre au niveau de la formation, de ses apprentissages, des stratégies qu'il va utiliser. Donc, tout ça va être influencé. Ça va influencer ces choix-là, puis ça va influencer aussi ses résultats. Ce à quoi tous ces outils-là en viennent, c'est quelque chose de très, très intéressant par rapport à l'apprentissage autodéterminé. En fait, on a le contrôle sur l'axe des ordonnées. Ici, on a le contrôle des abscisses horizontales. On a tout ce qui touche la flexibilité structurelle, c'est-à-dire ce qu'on peut ajuster dans notre dispositif de formation, les libertés qu'on peut donner ou les libertés qu'on peut enlever. Dans l'axe vertical, c'est le contrôle psychologique de l'élève. Donc, comme on disait, sa régulation et toute sa motivation. Ce qu'on se rencontre, c'est que quand on place ça sur des axes, quand on a un système qui est très contrôlé et des élèves, des apprenants qui, eux, sont très peu autonomes, ben, en fait, on est dans le carré dépendant. Puis, on a les 4 carrés. Celui en haut à droite, c'est la partie autonome où on a un système qui est très ouvert avec des apprenants qui, eux, sont très autonomes. Mais le but, en fait, dans l'accompagnement qu'on donne aux élèves, c'est de passer d'une situation où l'élève est dépendant, graduellement l'amener à acquérir des stratégies, développer son autonomie, donc grimper au niveau de l'axe du contrôle psychologique, donc augmenter son autonomie pour graduellement arriver à la partie autonome. Puis tous les éléments qu'on a vus précédemment, toutes les activités qui étaient proposées ou le type d'accompagnement proposé permet justement d'amener non pas tous les élèves, mais des fois, par différenciation pédagogique, certains élèves à avancer vers plus d'autonomie comme telle. Puis ça, c'est vraiment, quand on met en place une mesure structurelle, mettons, on donne une liberté à l'élève, mais en fait, ça implique, donc au niveau horizontal, on donne une liberté, donc on s'en va vers la droite, mais ça implique en même temps, penser qu'est-ce qu'on fait pour aider l'élève à tirer profit de cette liberté-là. Donc là, il faut préparer du soutien pour aider cet élève pour qu'il puisse tirer profit de cette liberté qu'on vient de lui fournir. Et c'est comme ça que graduellement, on amène 1, 2, 10 élèves à développer leur autonomie quand on est dans ce modèle. Le contrôle psychologique, c'est le travail qu'on fait pour développer l'autonomie des élèves. Et la flexibilité structurelle, c'est la façon dont on organise notre service de formation à distance. Donc, l'organisationnel se trouve sur l'axe horizontal, le pédagogique se trouve sur l'axe vertical. Donc, c'est vraiment le sens de parler de ces 2 fonctions tutorales-là aujourd'hui. La documentation, il n'y a pas grand-chose de nouveau par rapport à la fonction tutorale relationnelle comme telle. Il faut être stratégique quand on documente. Au niveau du développement d'une didactique de la FAD, c'est encore la même idée de créer une équipe, des équipes collaboratives qui vont mettre en place une culture de collaboration pour favoriser la réussite des élèves. Et
travailler le suivi des apprenants. Donc, dans certains cas, il faut donner des formations pour créer un outil de suivi si on n'en a pas un de centralisé, ou utiliser l'outil de suivi centralisé comme il faut. Ça avait été noté comme étant souvent une lacune, le fait que les outils de suivi étaient mal utilisés.